Ce soir, on vient parler de levée de fonds. Et j'ai quelques messages à vous faire passer, histoire de cranter un peu le sujet et de donner en fait les basiques qui pourront vous être utiles dans le cadre de vos différents projets. Je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ce soir dans la salle, et donc je pense que ça permettra d'éclairer un peu le sujet. D'abord, il y a des questions clés à se poser. Est-ce que toutes les situations nécessitent et justifient réellement une levée de fonds? Quand on parle de renforcement technologique, la réponse est clairement oui. Accélérer sa croissance avec de l'acquisition de clients, se lancer à l'international, ça c'est clairement des sujets qui sont dans le champ de la levée de fonds. Lancer un nouveau produit, avoir un projet de croissance externe, tout ça c'est consubstantiellement des sujets de levée de fonds. Et si cette perspective se présente à vous, se pose également la stratégie financière que vous mettez en face. Un sujet de trésorerie à court terme, typiquement, là on n'est plus dans le cadre de la levée de fonds et c'est du coup moins notre sujet ce soir. Il y a des questions clés à se poser. Mon projet est-il à un stade nécessitant la levée de fonds? Suis-je prêt à ouvrir mon capital à des personnes extérieures à ma société? Et là on parle du coup de financement par capitaux propres, par equity. Et c'est un vrai sujet de gouvernance, hein, faire venir des personnes de l'extérieur pour m'accompagner dans mon projet de développement et pour, avec moi, porter la stratégie de l'entreprise. C'est comme un mariage, il faut qu'il y ait une convergence stratégique. S'il y a une divergence de vue, ça ne va pas fonctionner longtemps et ça va créer quelques hiatus dans la gouvernance. De quelle somme ai-je besoin pour mon développement? Alors la question peut paraître relativement basique, mais néanmoins elle est importante et il est important d'être très au clair sur ce sujet-là, de ne pas venir devant des financeurs avec des hésitations sur le montant dont vous avez besoin pour porter votre projet. Ai-je une idée de la valeur de ma société? C'est aussi une question qu'on peut se poser dès lors qu'on fait appel à des capitaux propres. C'est à un moment donné à quel prix je fais rentrer un coactionnaire et à quel prix il sera en capacité de sortir. C'est des questions qu'il faut avoir bien en tête. Voilà, c'est toutes les questions qu'on va se poser. Puis on fera un panorama complet des situations de financement et des instruments de financement. Moi, je voudrais dire qu'un accompagnement est toujours recommandé sur ce type de sujet, que ce soit par des cabinets, par des incubateurs, par des programmes d'accélération, parce que la levée de fonds, c'est un sujet essentiel et structurant. Il faut l'appréhender avec sérieux pour un chef d'entreprise ou pour un start-upper. Il y a une réelle complexité pour appréhender toute l'offre de financement, mais aussi toutes les aides. Les chambres consulaires, les CCI, les agences de développement, le réseau Entreprendre qui est dans la salle, etc., ont des leviers pour vous aider et autant les connaître. La BPI aussi, qu'il ne faut pas oublier, qui est très active sur ce sujet-là. Et il faut les connaître pour gagner du temps et surtout multiplier des opportunités. Et puis ce que je veux dire, c'est que le partenaire conseil et le partenaire investisseur doivent aider à faire grandir l'entreprise, pas que sur l'aspect financier, mais aussi sur l'aspect d'accompagnement, puisque normalement, ces gens-là ont une certaine expérience, vont vous en faire bénéficier pour vous faire éviter un certain nombre d'écueils. Et il y a aussi une notion de réseau et de mise en réseau, de mise en relation avec des gens qui sont passés par là, qui peuvent vous aider à un stade parce qu'ils sont sur votre secteur d'activité, parce qu'ils ont déjà fait une levée de fonds, etc. Et cette mise en réseau, elle doit vous aider aussi à grandir plus vite. Ça, c'était pour les trois idées clés. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt d'être accompagné? Il y en a de toutes sortes. D'abord, c'est de bénéficier de tous les dispositifs d'aide sans en oublier. Que ce soit des fonds d'amorçage, crédits d'impôt recherche, subventions, etc. Gagner la confiance de vos partenaires grâce à un business plan qu'on vous aide à construire, qui soit équilibré. C'est l'aller-retour entre nous et vous qui permet un peu d'affiner les hypothèses et faire quelque chose de crédible en la matière. De définir la structure financière optimale et notamment l'équilibre entre de la dette et des capitaux propres. Et cet équilibre est important. Arriver avec très peu de capitaux propres, c'est déjà un signe de peut-être manque de crédibilité sur un projet auquel vous êtes censé croire. Diversifier davantage les sources de financement. Il y a le financement bancaire qui est essentiel et qui en France est le premier canal de financement, mais ce n'est pas le seul. Il y a des financements alternatifs et il y a une table ronde qui est prévue justement aujourd'hui sur ces financements alternatifs et qui peuvent apporter des solutions complémentaires au financement bancaire. C'est important de l'avoir en tête. Comprendre ce que les investisseurs attendent de vous en termes de préparation de dossier, en termes de communication financière, et puis ensuite, une fois que le financement est obtenu, en termes de reporting. Et enfin, une communication financière efficace. Arriver devant un financeur, ça se prépare avec un pitch deck, quelques messages clés, et c'est important d'avoir le bon niveau de préparation sur ces sujets-là. Choisir un fonds, une plateforme, c'est absolument pas neutre. Est-ce que vous êtes
plutôt à l'aise avec des instruments de dette donc non dilutifs, ou est-ce que des instruments dilutifs ne vous font pas peur? La durée de l'investissement, faut savoir quel est l'horizon du financement que vous souhaitez avoir, un financement de court terme, moyen terme, long terme. Un fonds, il peut rester jusqu'à 7-8 ans. Après, il sera obligé d'amorcer une sortie de votre entreprise puisque il a lui-même en fait des sujets d'agrément et une obligation de sortir des investissements dans lesquels il est rentré. Est-ce que vous êtes plutôt à l'aise avec un fonds minoritaire donc qui n'impactera pas spécialement la gouvernance de votre structure, ou alors un fonds majoritaire, et là vous perdez entre guillemets le contrôle de votre entreprise? Est-ce que vous êtes plutôt à l'aise avec un fonds sectoriel qui connaît bien vos marchés, qui connaît bien les KPI sectoriels, qui est capable de vous orienter, ou un fonds généraliste? C'est des questions qu'il faut se poser. Et ensuite, il y a une segmentation qui est régionale, nationale ou internationale. Si vous avez un projet de développement à l'export, peut-être qu'un fonds international peut vous apporter quelques tuyaux. Pour choisir un fonds, faut bien comprendre qu'un fonds est une plateforme. Ils peuvent vous faire de l'accompagnement à l'export, ils peuvent régler un problème fiscal que vous auriez à l'étranger parce qu'ils ont les contacts, les avocats là-bas, ils peuvent vous aider à structurer une fonction financière, par exemple, ils peuvent vous conseiller sur le choix d'un DAF, sur un ERP, etc. Donc ce n'est pas encore une fois qu'un sujet d'argent, il y a aussi un vrai sujet d'accompagnement, et je dirais même qu'il est essentiel. Il y a un slide qui, à mon avis, va résumer pas mal de choses pour vous ce soir, hein. C'est la cartographie des financements. Et là, je suis sur une synthèse des financements non spécialisés. Donc, exit le factoring, exit le crédit bail. Je suis aussi sur des financements plutôt de long terme, mais puisque ça correspond au public que j'ai en face de moi, des entrepreneurs qui s'inscrivent sur un projet entrepreneurial. Donc, je ne parle pas des financements de trésorerie, etc., qui ne sont pas le sujet de la journée. Il y a deux axes. Un axe horizontal avec une notion de risque et de rendement. L'investissement et le financement va toujours se faire en matière de risque. À gauche, le moins risqué, on démarre à 0 et quelques pourcents. Mais c'est le moins risqué et donc le moins cher. Et à droite, le plus risqué et le plus cher également. Alors vous allez me dire, pour les plus financiers d'entre vous, que je compare deux choses un tout petit peu différentes. Il y a d'un côté des taux d'intérêt qui impactent directement votre compte de résultat et que vous devez payer chaque mois, chaque trimestre. Et de l'autre côté, on parle plutôt de TRI, qui est en fait le rendement que va faire un fonds lorsqu'il va sortir de votre participation. Mais néanmoins, ça permet quand même d'avoir un graphique synthétique qui permet de comparer l'ensemble des financements et des investissements possibles. Il y a un peu de technique, mais il a l'intérêt de vraiment mettre sur une même page l'ensemble des financements auxquels vous pouvez prétendre. Et le deuxième axe, c'est l'axe vertical, c'est la taille des acteurs. Et du coup, ça vous montre là où vous vous situez et donc ce à quoi vous pouvez avoir accès. Si on est une start-up qui vient de se lancer, la mauvaise nouvelle, c'est que la dette n'est pas forcément accessible immédiatement, puisque la dette, en fait, elle est vraiment fonction de cash flow que vous pouvez générer. Et qui dit absence de cash flow dit le financement par dette, il faut presque oublier en fait. Donc on est après sur un financement equity. Si on part du moins risqué, la première personne, c'est le banquier, c'est la relation que vous avez historiquement. Votre premier partenaire, c'est le banquier. D'ailleurs, le financement bancaire en France, c'est l'essentiel du financement. Ce n'est pas toujours le cas dans tous les pays, mais en tout cas en France, c'est le cas. On parle de 1000 milliards d'encours de prêts. Et ce que j'indiquais en préambule, c'est que la particularité de tous les financements de gauche, que ce soit issus de centres d'affaires pro et agences, centres d'affaires entreprises, etc., c'est qu'en face, ces prêts que vous touchez à 0, 1, 1,5%, nécessite d'avoir des cash flows. Sinon, il faudra passer sur l'axe de droite. Donc, pour rentrer dans les financements de gauche, quelques conditions, souvent EBE positif, quelques sûretés prises par les banquiers, sans lesquelles ils ne seront pas capables de vous faire les 1% et quelques que l'on voit passer dans les offres actuellement. C'est de l'argent plutôt pas cher du tout actuellement, qui reflète un taux de défaut très bas également. Il faut bien comprendre que cette tarification, quand on tombe sur des taux à 0,8, 1, 1,5, elle doit rémunérer la banque, supporter un taux de défaut statistique que la banque ne manquera pas d'avoir, mais qui doit être le plus faible possible pour elle, parce qu'elle est censée financer les entreprises en bonne santé, et dégager malgré tout une marge. Et tout ça dans 1%. Donc bien comprendre que la banque, dans ces conditions-là, elle va être assez vigilante sur les dossiers qu'elle finance.
Tout à droite, il y a ce qu'on appelle le financement par fonds propres. Et là, c'est des financements, soit c'est un choix de gouvernance de se faire adosser à un fonds et d'avoir un financement par capitaux propres, mais c'est un financement où le risque, ce n'est pas un risque de dette non remboursée, c'est un risque entrepreneurial que prend le fonds en minoritaire ou en majoritaire pour vous accompagner sur une durée longue. Et c'est d'autres types d'acteurs, on appelle ça des fonds d'investissement. Vous en avez de toute taille, vous avez des fonds d'investissement de proximité qui ont une dimension locale, régionale, et il y a des fonds d'investissement nationaux, voire internationaux, qui sont capables de prendre des participations dans différents pays. Entre les deux, il y a de la dette alternative et des capacifs fonds propres. Alors les capacifs fonds propres, c'est un peu technique et je pense que ça ne concerne pas grand monde. Il faut juste retenir que c'est une composante à la fois d'intérêt et d'action. Et ce qui nous intéresse peut-être un peu plus ce soir, c'est la dette alternative et notamment tout ce qui est dans l'univers des plateformes de crowdlending, crowdfunding dont vous avez sans doute entendu parler et qui viennent en complément utile du financement bancaire sur des sujets d'innovation, d'internationalisation. En fait, quand vous êtes arrivé un peu à saturation de votre financement bancaire, des plateformes comme je ne fais pas de pub, donc je vais en citer beaucoup, October, Crédit.fr, WeShareBonds, Finpel, etc., sont capables de regarder vos dossiers. Si vous n'avez pas un niveau d'entêtement supérieur à 4 fois votre excédent brut d'exploitation, ils vont regarder ça et ils vont pouvoir loger une dette complémentaire. Et généralement, les conditions, c'est qu'ils sont capables de vous prêter de 1 à 7 ans sur des tickets relativement faibles au départ. On peut démarrer à 10 000 euros et ça va jusqu'à 2,5 millions d'euros. Après, ils ont un problème d'agrément, ils ne peuvent pas prêter plus. C'est de l'amortissable, donc remboursement à période régulière ou in fine, donc remboursement à la fin. C'est complémentaire aux banques avec un objet légèrement plus large, puisque faire du crédit à de la PME ou à de la TPE sans garantie, c'est parfois compliqué pour les banques une fois qu'elles arrivent un peu à saturation et compte tenu de contraintes prudentielles dans lesquelles elles sont insérées, les plateformes peuvent le faire plus facilement. Et puis, ces plateformes sont complètement digitalisées, donc elles ont une capacité à réduire aussi leurs coûts internes. Elles n'ont pas d'agence, elles n'ont pas de maillage territorial, c'est juste une plateforme web, et donc elles ont une capacité aussi à réduire un petit peu leurs coûts et donc à rester compétitive. Il n'y a pas de risque de collecte, puisque comme son nom l'indique, crowdfunding, vous faites appel à la foule, donc des particuliers viennent se positionner sur des projets. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur ces plateformes-là pour voir les projets qui se financent autour de chez vous. Et si jamais il y a un problème de financement, c'est généralement un fonds qui vient compléter la collecte. Donc on a ici vraiment l'univers des financements qui vous concernent, donc des financements de long terme pour des entrepreneurs et des entreprises déjà implantées qui recherchent des financements sur des maturités de 3 à 7 ans. Vous avez un panorama assez complet de ce qui se fait actuellement sur la place. Une dette, faut bien l'avoir en tête, c'est une contrainte de rémunération. Il faut payer des intérêts tous les mois, contrairement à du capital où vous avez de l'argent dans votre société que vous ne rembourserez aux actionnaires qu'en cas de sortie de ces actionnaires. Une dette, c'est une contrainte de remboursement. Il faut rembourser le capital emprunté au créancier. Et du coup, le créancier il dispose d'un recours contre l'emprunteur et il a des voies de droit pour activer ces recours. Ça joue sur la comptabilité de votre entreprise puisque les intérêts, vous les enregistrez à votre compte de résultat. Une dette peut être assortie de garanties, donc il faut le savoir. Les banques peuvent prendre des sûretés ou les fonds de dette peuvent prendre des sûretés. Je lance un dernier terme technique, puis après je m'arrête. Une dette peut être assortie de covenants, c'est-à-dire de règles de gestion à respecter, sans lesquelles le banquier peut dire non, là tu as dépassé un certain nombre de ratios, je ne peux plus te prêter comme je le faisais auparavant et on va revoir les conditions générales.